Les toits bourguignons ont ceci de particulier qu'ils sont colorés. L'usage de tuiles vernissées, ou plutôt glaçurées, en est la raison. Une particularité architecturale forte qui joue un rôle de symbole pour toute une région. De Dijon à Auxerre, en passant par Beaune, nous sillonnerons la Bourgogne en compagnie de Catherine Baradel, la spécialiste de la tuile glaçurée. Auteure d'une thèse sur la question, elle nous guidera tout au long de cette échappée à la rencontre d'autres passionnés de cette pièce d'argile colorée, pas tout à fait comme les autres. Sylvain Aumard est un archéologue qui n'a pas le vertige. Spécialiste du bâti médiéval, il nous emmènera sur le toit de la cathédrale d'Auxerre, sur les traces de tuiles plusieurs fois centenaires. Ce sont des tuiles qu'on a réussi à faire dater en laboratoire des 12e, 13e siècles. Donc des choses qui remontent probablement à la construction du chœur de la cathédrale d'Auxerre. Éric Laurent est le dernier fabricant de tuiles artisanales de Côte d'Or. Un métier qu'il chérit et dont il nous dévoilera tous les petits secrets. Je prends l'argile ici, je la façonne, je la touche, je la caresse presque. Oui, le rapport avec la matière est très intéressant. C'est dans une ancienne fabrique réhabilitée en musée que son frère François Laurent nous fera découvrir une collection tout à fait unique de tuiles bourguignonnes. Voilà une tuile plate. Enfin, une halte au musée des Beaux-Arts de Dijon, ainsi qu'une balade, le nez en l'air, à la découverte des plus beaux hôtels particuliers de la ville, nous feront prendre conscience de l'importance de ce patrimoine architectural exceptionnel et polychrome. Notre voyage dans l'histoire de la tuile vernissée débute à Beaune, dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Équipée de son appareil photo, qu'elle ne quitte que rarement, Catherine a rendez-vous avec Bruno François, chargé des collections aux Hospices civils. Bonjour Catherine, tu vas bien? Très bien. Oui, toujours sur les tuiles vernissées? Toujours admirative devant cette magnifique architecture. Oui, du XVe siècle, donc ce fameux Hôtel-Dieu construit par Nicolas Rollin et son épouse, Ligone de Salins. Oui. Avec le bâtiment principal qui est en pierre de taille et couvert d'ardoise, donc qui abrite la fameuse salle des pauvres. Oui. Et puis les autres bâtiments en pan de bois, avec cette célèbre charpente et ces très belles lucarnes. Et puis évidemment ce que tu es venu admirer aujourd'hui, donc ces tuiles vernissées. Oui, parce que tous les bâtiments de l'Hôtel-Dieu ont été construits à des époques différentes, mais chaque partie a été couverte d'une toiture polychrome avec des motifs adaptés à la mode de son époque de construction. Oui, ce qui fait que l'Hôtel-Dieu est un exemple tout à fait extraordinaire pour connaître l'histoire et l'évolution des toitures polychromes. Puisque l'architecte Sauvageot, qui a fait les restaurations en 1900, entre 1900 et 1907, a fait un travail d'archéologue tout à fait exceptionnel, puisqu'il a récupéré des échantillons de tuiles anciennes et il a demandé à ce que les nouvelles tuiles qui servent à faire cette superbe couverture soient les plus proches possibles des tuiles du Moyen-Âge. Tout à fait, oui. Nous, on a encore des ensembles de tuiles vernissées dans les combles, doivent être conservées au même titre que les tuiles actuelles, qui sont des témoignages justement de ces toitures successives, parce qu'il n'y a pas que des tuiles du XVe siècle, il y a vraisemblablement aussi des repiquages des siècles postérieurs. Pour mieux comprendre l'histoire de cette toiture emblématique, Bruno propose à Catherine de l'accompagner dans un endroit inconnu du public. Catherine, nous nous trouvons ainsi dans les combles où sont stockées ces fameuses tuiles qui ont été déposées au moment de la restauration de la toiture. Et en fait, elles sont, comme le reste du bâtiment, classées monuments historiques, puisque les matériaux déposés d'un bâtiment classé doivent être conservés au même titre que l'ensemble. Ces tuiles qui, on le voit tout de suite, sont d'un grand âge, n'ont pas été datées au laboratoire, c'est fort dommage, mais elles ont, selon toute probabilité, été fabriquées au XVe siècle, au moment de la construction de l'Hôtel-Dieu. Et on voit tout de suite leur forme caractéristique. Elles sont plates, rectangulaires, avec le bord inférieur biseauté. Elles sont glaçurées que sur une partie, alors. La glaçure de plomb coûtait extrêmement cher, oui. Donc on ne déposait cette glaçure que sur la partie visible une fois que la toiture était terminée. D'accord. Et là, donc, on a différentes couleurs de glaçure. On voit ici encore les étiquettes posées par Sauvageot il y a plus d'un siècle, où on peut lire jaune numéro 2, jaune-rouge numéro 6. Et c'est cette palette de couleurs extrêmement nuancée qui faisait la beauté des toits de Beaune. Et grâce à Sauvageot, elle perdure, puisqu'on voit très bien que
l'architecte a commandé à la tuilerie de Montchanin des tuiles fabriquées industriellement, mais il a exigé que ces nuances de jaune soient reproduites. Ce qui donne cette harmonie des teintes, c'est justement ces nuances. Sinon, les couleurs sont beaucoup plus heurtées. Ces restaurations ont été tellement extraordinaires qu'elles ont eu un impact très fort sur le public. À partir de 1924, on voit apparaître des affiches publicitaires qui incitent les touristes de toute l'Europe à venir visiter l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu devient le bâtiment emblématique de la Bourgogne. Les tuiles glacurées deviennent le symbole métonymique de la région. Et pour essayer de voir comment se sont développées les toitures polychromes, il faut pour cela aller aux sources, là où les témoignages les plus anciens sont conservés, c'est-à-dire au Centre d'études médiévales d'Auxerre. À Auxerre, au cœur de la cité de Cadet-Roussel, en bordure d'Yonne, se trouve une collection unique de tuiles anciennes. Des centaines de pièces datant pour certaines du XIIIe siècle. Un trésor étudié dans les moindres détails par Sylvain Aumard, un chercheur archéologue avec qui Catherine a l'habitude de travailler. Tu pourrais me montrer, s'il te plaît, les tuiles que tu as reçues du laboratoire ? On a des tuiles qui sont revenues de Rennes en datation, donc elles sont du XIVe siècle. On a fait aussi des analyses sur ces revêtements. C'est un mélange d'argile très très liquide qu'on appelle une engobe avec des oxydes de plomb. Oui, parce qu'on parle souvent de tuiles vernissées et on a l'impression que vernissé renvoie à un vernis, à une peinture, alors qu'en fait une glaçure est plus proche d'une pellicule de verre. Voilà, d'un point de vue strictement chimique, c'est vraiment une vitrification, c'est-à-dire qu'en fait c'est la silice qui est le composant principal de l'argile qui devient du verre. Donc si on ne met que la glaçure, on voit la teinte du corps de la tuile par transparence. Donc ça donne une couleur pain d'épices. Voilà. Ici un effet marron. Voilà. Et si on veut avoir d'autres couleurs, il faut mélanger des oxydes différents. Voilà. Donc ici on a une couleur verte. Si on met une forte concentration de cuivre, on obtient un vert très foncé proche du noir. Voilà, comme ici à Sens. Voilà. Avec des variations qui vont du noir très foncé à un vert un peu plus clair selon les endroits. Côte à côte, toutes ces tuiles formaient des motifs soit géométriques, soit des choses beaucoup plus complexes, comme une espèce de motif d'une patte d'un animal. D'un cheval ou d'un cerf, d'une biche. Pour parvenir à imaginer les motifs ayant existé sur les toits des cathédrales, le travail de l'archéologue nécessite bien souvent de prendre de la hauteur. Ainsi, les fouilles entreprises par Sylvain se déroulent la plupart du temps sur les toits. Pour nous en faire la démonstration, c'est en haut de la cathédrale d'Auxerre qu'il nous emmène. Alors les tuiles sont fixées avec un système de tenons, de crochets que l'on a au verso. Ici, vous voyez, cette excroissance permet justement de maintenir la tuile sur la latte. Et on a même un trou, parfois deux, qui permettent de clouer la tuile. Et donc de la maintenir très solidement. Alors, en général, ces tuiles sont destinées à former des motifs, généralement dits polychromes, associant plusieurs couleurs. Donc là, le motif, on ne le voit plus parce qu'à force de remplacer les tuiles, on a complètement brouillé l'image de ce motif. Et puis on peut aussi imaginer que de poursuivre l'entretien de ce motif était un coût supplémentaire. Et la priorité est vraiment l'entretien de l'étanchéité de la toiture. Si on l'avait reconduit, il est évident qu'on aurait systématiquement des tuiles glacurées sur la totalité du toit, ce qui n'est pas le cas. En fait, on les a remployées de réparation en réparation. Elles côtoient, vous voyez, des tuiles beaucoup plus récentes, de type industriel. Mais lorsqu'on regarde bien, on aperçoit aussi des tuiles beaucoup plus anciennes, usées par le temps, avec aussi d'autres glaçures, d'autres aspects qui montrent qu'en fait, ce sont des tuiles médiévales en remploi. Si la tuile glacurée forge l'identité de la Bourgogne depuis le XIIIe siècle, il est étonnant de constater qu'il ne subsiste dans la région que quelques rares fabriques artisanales. À Nansoutil se trouve la tuilerie Laurent, la dernière de Côte d'Or. Une affaire familiale depuis plus de 150 ans, gérée aujourd'hui par Éric. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour.
Vous êtes en plein travail? Oui, on est en train de fabriquer des tuiles, tuiles plates. Donc d'où vient l'argile? La carrière est située à 500 mètres d'ici, donc on fait l'extraction une fois par an. Elle est stockée ici sur la plateforme et donc on la passe dans différentes machines pour la rendre malléable afin d'obtenir une pâte douce. Cette roue pointée sert à percer les tuiles pour qu'elles trous, soient... pour les attaches. Voilà. Et ici, vous posez les tuiles en terre fraîche sur des tuiles anciennes courbées Tout à pour fait. que les nouvelles tuiles aient une courbure. Voilà. Donc chaque support est une tuile ancienne qui a un galbe différent. Que ce ne soit pas régulier comme les tuiles des fois industrielles qui sont vraiment toutes identiques les unes par rapport Et aux en même autres. temps, la courbure permet de faire mieux glisser l'eau de pluie. Tout à fait, puis avoir un meilleur recouvrement de la toiture. Après avoir été découpées, percées, marquées, les tuiles d'argile sont séchées à l'air libre, puis en séchoir pendant une 8aine de jours, avant d'être cuites au four à 1040 degrés. Ce n'est qu'après ce processus bien spécifique que vient le temps d'appliquer la glaçure. Donc là, vous passez la première couche. Un mélange d'engobe et d'émail blanc pour donner un fond blanc sur la tuile. Avec le marron. La glaçure. Donc Sur pour la l'instant, on ne peut pas du tout distinguer la couleur. Pour l'instant, on ne peut pas distinguer la couleur. Là, après cuisson, deuxième cuisson à 980 degrés, on va obtenir un marron foncé, pratiquement noirâtre. Voilà. Donc là, nous avons quelques tuiles cuites, Oui. avec ou sans engobe. Le fond blanc initial et la glaçure, miel, qui devient jaune. Ça, c'est la même glaçure. Eh bien, voilà avec nos tuiles sorties du four, donc on va réaliser un losange. Voilà un exemple, avec différentes couleurs. C'est le principe des écailles de poisson pour l'étanchéité. Sinon, si les tuiles étaient toutes alignées, l'eau s'infiltrerait sur les côtés. Étant décalée, l'eau elle tombe ici, ensuite... Et donc ce décalage a une influence directe sur la constitution des motifs, puisqu'on Oui, ne bien peut sûr. pas réaliser de lignes verticales sur une toiture. Non, c'est difficile. Ouais, on a toujours des transversales, des biais. On ne peut pas faire des lignes verticales, c'est compliqué, oui. Donc uniquement des diagonales, des lignes horizontales. Et c'est pour ça qu'on trouve essentiellement dans les motifs des triangles, des losanges, des trames losangées ou Oui, tout à fait, ou des oui. croix. Oui, tout à fait. Chez les Laurent, la tuile est une affaire de famille. Aux Granges-sous-Grignon, au bord du canal de Bourgogne, se trouve une tuilerie anciennement gérée par le père, puis par le frère d'Éric. Fermé depuis le milieu des années 70, l'endroit est aujourd'hui entretenu par l'association des Tuileries de l'Aussois, qui en a fait un musée. On y retrouve de nombreuses machines-outils ayant servi à la fabrication de tuiles. Combien il fallait de personnes pour autour de Trois cette machine? personnes. Une personne donc pour mettre la galette dans le moule. Le deuxième presse une par une. Et puis un troisième employé va les ranger dans les rayons de séchoir. D'accord. Et dans cet atelier, il y avait plusieurs presses comme ça qui travaillaient? Oui, une presse pour les tuiles plates, une presse pour les tomettes et puis une autre presse pour les briques pleines. Cette presse-là a fonctionné jusqu'en 1960 environ. Ah oui, encore en 1960, Oui. il les faisait encore à la main? Encore à la main, oui, c'est pressé. En effet, oui. Oui. Attends là, je vais t'aider. Ah, merci, Un Michel. wagonnet comme ça fait son poids. Je sais pas si tu as vu comme il est construit, il n'y a pas de soudure, tout est risé. Et quand on imagine qu'il a quand même 150 ans, Ouais. Les gars, ils ont dû en baver pour le pousser. Chargé d'argile. ah oui, C'est fou, hein. il mettait au moins 100 kilos là-dedans, 150 kilos d'argile. Il fallait déjà l'extraire de la carrière. Hein. Bon, non, c'est de plus en plus dur. Outre les machines rénovées avec passion par les membres de l'association, cette tuilerie recèle un trésor. Des pièces d'exception que Catherine est ravie de découvrir. Et c'est François, le frère d'Éric, ancien directeur de l'établissement, qui l'accueille. Vous avez là une collection de tuiles vraiment très intéressante. Je reconnais les tuiles plates rectangulaires à pureau droit, mais celles-ci sont différentes. Elles ont un pureau chanfreiné. C'était pour une commande particulière? Tout à fait, oui, c'est pour le château de Menser.
fabrication maison artisanale. Et celle-ci également? Celle-ci également, oui, c'est des tuiles qui sont spéciales pour les tours. Pour les tours, ce sont les tuiles gironnées qui sont coupées à la main. Pour pouvoir s'adapter une à une, oui. Sur un volume conique. Tout à fait. Nous avons aussi vous avez, des tuiles écailles. Écailles, oui. Comme on en trouve en Franche-Comté et en Alsace. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné la motivation de réunir toutes ces tuiles ici? Eh bien, c'est qu'en 2004, nous avons créé une association, les Tuileries de l'Auxois, pour la sauvegarde du patrimoine industriel. Alors, il y a beaucoup de dons, des gens passionnés comme moi qui sont venus et qui m'ont apporté leurs tuiles. Ce qui permet de sauver un patrimoine encore peu étudié. Voilà, c'est ça. Dernière étape de notre périple, Dijon, où Catherine retrouve Marion Masson, une passionnée d'architecture. Toutes deux partent à la découverte des principaux monuments dont les toits donnent une image très colorée à la ville. Saint-Bénigne aujourd'hui est une cathédrale, mais en fait c'est une toute jeune cathédrale puisqu'elle est cathédrale que depuis la Révolution française. Mais elle a une histoire bien plus ancienne puisque c'était une abbaye très très importante, à la fois pour l'histoire de la Bourgogne et pour Dijon, fondée dès le VIe siècle en dehors des remparts de la ville, avec plusieurs phases de reconstruction. Donc aujourd'hui on est devant un bâtiment qui date en fait de la fin du XIIIe siècle, tout début du XIVe siècle. Et c'est la période à laquelle on s'intéresse, puisque c'est aussi à cette période qu'apparaissent apparemment les tuiles vernissées. En tout cas, c'est le premier témoignage que l'on ait dans le duché de Bourgogne de la présence d'une toiture polychrome. En fait, on s'aperçoit que les couvertures des clochers sont pas identiques. Donc, c'est qu'elles sont pas de la même époque ou comment on explique ça? A priori, au départ, les deux clochers étaient identiques. Mais le deuxième clocher était très abîmé au XIXe siècle. Donc l'architecte Charles Suisse a décidé de le restaurer, mais il n'a pas conservé l'ancien motif. Il a créé un nouveau motif pour le clocher nord. Il avait l'intention de mettre le même motif sur le clocher sud, mais il n'a pas eu les financements. Donc depuis les travaux de Charles Suisse, les deux clochers sont différents. Donc le manque de financement nous permet d'avoir conservé quand même un des clochers avec son décor original. D'origine. Donc quelquefois, le manque d'argent fait bien les choses. On arrive à l'hôtel de Vaugué, qui est un des plus prestigieux hôtels parlementaires dijonnais, qui a été construit à peu près entre 1589 et 1613. Ce propriétaire et commanditaire était Étienne Bouillet, donc un magistrat du Parlement, très intéressé par la culture italienne. Effectivement, même si Étienne Bouillet s'est peut-être inspiré de l'architecture italienne, le toit qu'il a placé sur son hôtel, lui, est typiquement bourguignon, puisqu'on retrouve bien la structure traditionnelle, le fond jaune, la trame noire et les motifs entrelacés en rouge et en vert. Mais les motifs que nous voyons aujourd'hui ne datent que des restaurations de 1963. Auparavant, il avait un motif constitué de 2 rectangles rouges et de 2 rectangles verts entrelacés qui eux-mêmes s'entrelaçaient avec la trame noire. Donc quelque chose de très illusionniste. Oui, qui donne un sentiment de profondeur en fait. Exactement. Assez étonnant. Et qui est d'un grand raffinement. Donc là, on arrive au carrefour de la rue Lamonnois et de la rue Janin, l'hôtel de Frazan, donc Guillaume de Frazan, qui est un hôtel qui est quasiment contemporain de l'hôtel de Vaugué. Et il y a quand même des grosses ressemblances dans l'architecture. Donc là, c'est en fait une gravure qui représente l'hôtel de Frazan avec le toit original du XVIIe siècle, c'est ça ? En tout cas, un état très ancien et antérieur aux restaurations actuelles. Donc on constate que le toit avait un motif de caisson qui a été remplacé probablement pendant les restaurations de 1900 par le motif qui a été copié sur l'hôtel de Vaugué. D'accord.
Et ce motif n'a pas été parfaitement copié puisqu'on voit très bien que les anneaux rouges et verts s'entrelacent, mais ils passent sous la trame noire. Donc la trame écrase complètement le motif, ce qui perd complètement l'illusion d'optique, l'illusion d'espace qui avait été recherchée initialement. Mais c'est quand même un très bon exemple de ce qui se faisait à Dijon au XVIIe siècle, de la complexité des motifs, du raffinement voulu par les commanditaires. Ils ont terminé par une coiffure multicolore, de la même façon qu'un très beau chapeau peut sublimer une toilette. C'est leur petit côté extravagant. La balade dijonnaise se poursuit au musée des Beaux-Arts. Après une déambulation dans les différentes salles récemment rénovées, Catherine et Marion s'arrêtent devant une immense tapisserie dite des Suisses. Celle-ci représente la cité des Ducs au XVIe siècle, assiégée par les Helvètes. Les toitures polychromes y apparaissent discrètement, apportant la preuve qu'au Moyen-Âge déjà, la ville portait la couleur. Donc là, on a vraiment le siège avec l'armée suisse qui assiège la ville. On a au centre une procession organisée par les Dijonnais avec la Vierge de Bon Espoir qui se trouvait à Notre-Dame pour demander d'intercéder en faveur des Dijonnais. Et puis la dernière partie qui est par contre la négociation, donc le gouverneur Louis de la Trémouille négociant avec l'ennemi afin de libérer la ville. J'imagine que vous avez dû utiliser comme document aussi dans votre étude. Bien sûr, puisqu'on voit un certain nombre de maisons à toiture polychrome qui sont représentées, mais comme toute image de cette période, il y a une partie de stéréotype et une partie de représentation réelle. On remarque le palais ducal avec la tour Philippe le Bon, et cette partie du palais est couverte d'un toit d'ardoise nuancée, parce que quand on parle de toit polychrome, on a toujours à l'esprit les toits de tuiles glacurées. Or, il existe plusieurs techniques pour animer les toits de motifs, et les ardoises nuancées en font partie. Et là, on n'est pas tellement dans les couleurs qu'on évoquait, qui sont plutôt les couleurs bourguignonnes, du jaune et du noir. On est vraiment plutôt dans des tons rouges. Oui, on a les dessins en ardoise nuancée, les dessins rouges et jaunes, et on n'a pas du tout le reflet de ce que les archives nous donnent. La tour Philippe le Bon, je vous propose qu'on aille voir là-haut. Autrefois, les rues dijonnaises étaient très étroites. Pour apprécier les toits colorés de la ville, les gens avaient pour habitude de prendre de la hauteur en montant sur les clochers ou sur la tour Philippe le Bon, comme le font Catherine et Marion. Donc là, on a une vue que je trouve extraordinaire. Catherine, vous devez la connaître par cœur. Vous avez dû écrire votre thèse depuis la terrasse de la tour Philippe le Bon. Pas tout à fait, mais je monte régulièrement. Effectivement, c'est le meilleur moyen d'apprécier les toits polychromes dans toute leur splendeur. On a quand même une harmonie plutôt ardoise, tuile. On peut comparer, on peut jouer au jeu des 7 différences avec la tapisserie des Suisses qu'on a vue tout à l'heure. Oui, on peut remarquer qu'effectivement ici, les tuiles glacurées de Saint-Béni sont bien visibles, alors que sur la tapisserie des Suisses, elles n'étaient pas représentées. Sur Notre-Dame, on ne distingue plus les tuiles glacurées qui ont existé. En revanche, on distingue très bien l'hôtel de Vauguier, l'hôtel Guillaume Frazan. C'est un peu une façon pour les Dijonnais de mettre un peu de soleil dans la ville quand, bon, aujourd'hui on a de la chance, mais quand le ciel est un peu plus gris. C'est vrai que ça donne une image tout de suite beaucoup plus vive de la ville, et ça, quelque part, fait le lien avec ce que Dijon a été pendant des siècles, une ville très colorée, puisque en 1800, la ville est décrite comme extrêmement colorée, avec des crépis colorés, des toits également colorés en quantité. Et au 19e siècle, la ville s'est un petit peu, je dirais, assagie au niveau des couleurs, avec une prééminence des tuiles brutes et des ardoises. Avec tous ces toits, toutes ces couleurs, Dijon est votre ville préférée ? Effectivement, la richesse de Dijon me fait revenir souvent, admirer son architecture, mais j'apprécie également beaucoup Beaune, qui a
un nombre considérable de toitures de toutes les époques qui en fait un véritable musée à lui tout seul. Donc il faut savoir effectivement sillonner le département ou même la région à la recherche de toutes les petites perles architecturales qui sont cachées dans les villes plus ou moins grandes de la région. Donc vous sillonnez la région le nez en l'air. Oui, ce qui est parfois très dangereux.